Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du contentieux électoral aux États-Unis, les enjeux et les issues possibles avec Dr Théo Bito. Il est conseiller et enseignant-chercheur des universités. En duplex du Nebraska, aux États-Unis, Albert Kate, il est leader d'opinion de la diaspora togolaise aux USA, administrateur public. On va d'ailleurs reprendre cette seconde partie avec lui, Albert Kate. Dans la seconde partie, vous avez analysé un peu les recours de Donald Trump devant la justice, mais dites-nous, est-ce que les élections, la défaite, comment vous appréciez la défaite de Donald Trump? Est-ce que cela vous surprend? Est-ce que vous en êtes content? Comment analysez-vous la victoire comment il appelle, de Joe Biden? Comment l'avez-vous reçu? Les élections, c'est effectivement une histoire de gagnants et de perdants. Donald Trump, malheureusement, n'a pas pu obtenir un deuxième mandat, ce qui est un peu triste pour les républicains parce que vous savez que Obama a eu à gagner son renouvellement de mandat et ça a un peu touché les sympathisants et les votants républicains d'apprendre que bon, c'est la fin. En matière de politique, les États-Unis ont été beaucoup secoués sous le mandat de Donald Trump parce qu'il a eu beaucoup d'innovations qui ont créé des remue-ménages, des mouvements sociaux. Et vous savez qu'il y a, avec la crise coronavirus, la pression sur le gouvernement Donald Trump est trop élevée. Et tout cela a contribué au fait que l'émotion qui est autour de son échec est partagée, très, très, très partagée. Bon, personnellement, en tant que citoyen américain aussi d'origine africaine, si je suis content de la réélection de Joe Biden par rapport à Trump, à l'échec de Trump, je pense que beaucoup de Noirs ont voté cette année pour Joe Biden, et, avec l'espoir que les réformes dans le domaine de la justice peuvent être reprises. Et vous savez que c'est pour cela qu'il a aussi choisi une vice-présidente qui est d'une classe de minorité, aussi une immigrante. Ses parents sont immigrants. Pardon. Donc, tout ça, ça a fait que il y a beaucoup d'espoir que les démocrates puissent satisfaire mieux ces attentes-là. Mais est-ce que ce n'est pas un faux espoir, Albert? Parce que les mêmes espoirs avaient été suscités à l'élection de Barack Obama, mais à l'issue des deux mandats, tous ces espoirs ont été, on va dire, un peu déçus. Est-ce que Joe Biden a les cartes aujourd'hui d'apporter réponse à ce que vous évoquez, notamment la marginalisation des Noirs dans certains domaines? On l'a vu avec l'affaire George Floyd. Est-ce que ce ne sont pas de faux espoirs que vous mettez encore en la victoire de Joe Biden? Personnellement, je dirais il a un peu plus de cartouches. Vous savez, Obama, historiquement, était un président trop vu comme américain, mais un Africain. Mais, vous savez, au niveau du Congrès, comme au Sénat, Joe Biden a plusieurs années d'expérience pour faire des compromis politiques. Et c'est ce qu'il a eu à faire pendant des années par rapport à Obama. Et en tant que blanc, et les blancs sont majoritaires, et le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, en matière politique, il y a toujours cette force de couleur qui agit sur le sommet. Et je pense que Joe Biden a beaucoup de cartouches qui feraient quand même une différence par rapport à Obama en matière de satisfaction de ses espoirs. Et permanemment, Obama, sous une grande partie de son mandat, c'était la politique de non que les républicains ont appliquée à Obama. Et bien que Joe Biden soit son vice-président, et presque même les budgets n'étaient pas disponibles à long terme pendant plusieurs années qu'Obama était à la présidence. Ce que cela signifie, c'est par exemple un gouvernement fédéral qui ne peut pas garantir
un budget à tous les projets de l'État sur une longue durée. Donc, il y avait, disons, un faux espoir, peut-être, qui est apparu, mais ce qui est compliqué, c'est si, par exemple, votre projet est financé par le gouvernement fédéral, on ne peut que vous renouveler cela par trimestre, par exemple. Et cela ne donne pas l'énergie nécessaire pour réussir beaucoup de projets. Donc, je pense que à ce point, Joe Biden pourrait quand même avoir beaucoup d'avantages avec ses anciens collègues du Sénat et ses anciens collègues du Sénat. Docteur Terubito, Joe Biden pour la communauté noire aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je ne sais pas si moi j'ai reçu des analyses. Je partage les analyses de Albert sur certains points, mais je voudrais plutôt m'inscrire dans une idée d'une politique de reconstruction, une politique d'apaisement, une politique de réconciliation. Et c'est difficile. Voyez-vous, je l'avais dit un jour sur ce plateau, c'est difficile de créer des conditions particulières pour un groupe racial dans un pays comme les États-Unis. Ce qu'il faut faire, il faut créer les conditions de l'égalité entre. Donc là où j'attends Biden, c'est de pouvoir travailler, par exemple, pour que les brutalités policières, par exemple. Vous savez, quand c'était chaud, il était le seul des candidats à lever la voix contre les violences policières, dire que non, ça en est trop. Donc je pense que... Mais pour une parenthèse, pourquoi la police est-elle si puissante aux États-Unis? D'abord la police, disons les polices. Parce que chaque État a ses polices, pas sa police. Il y a la police fédérale, hein, le FBI qui fait, mais quand vous prenez par exemple les villes, les maires ont des policiers, on recrute organise leur police. Ce n'est pas une police. Parfois en service privé. Bon, je ne sais pas. Dire que ça ne peut pas être privé quand c'est l'État qui organise. Donc, dans ce sens, au moins de la sécurité. Donc, c'est compliqué. J'ai dit aussi qu'il fallait aller puiser dans l'histoire des États-Unis pour comprendre. Vous savez, je me rappelle, quand j'étais étudiant au Texas, j'ai loué un appartement chez un monsieur qui me dit un jour, « Ah, mais je t'aime très bien. Mais tu sais que avant que je ne vienne ici, c'est un monsieur qui a dans les 65 ans, hein, il me dit que c'est la première fois qu'il voit un noir. C'est-à-dire que pas moi, hein, c'est-à-dire qu'avant qu'il n'arrive au Texas, il n'avait jamais vu de noir. C'est un Américain qui vivait aux États-Unis, qui était dans un coin des États-Unis où il n'avait jamais vu de noir. Quand il m'a vu, il a estimé qu'il fallait m'exprimer ça. Voyez-vous? Donc, ces gens ont grandi, il y a certains types de ces gens qui ont grandi dans l'ignorance des autres. Vous savez, le Saint-Exupéry, qui a parlé du comportement des morts par rapport aux Noirs, parce qu'ils n'avaient jamais connu les Noirs. C'est un sentiment de choses là. Ils ont peur. Et puis il y a l'histoire de l'esclavage. Il y a toute une histoire. Vous savez, nous transmettons des mémoires. Mais bon, est-ce que c'est une bonne excuse? Pourquoi le noir, qui n'a jamais vu le blanc, lui, le tient en estime, alors que le blanc, c'est que tu ne connais pas. C'est que tu ne connais pas les États-Unis. Dans ce que tu dis ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas plus raciste qu'un vieux noir. Il n'y a pas plus raciste qu'un vieux. Parce que il se rappelle de tout ce qu'on a fait à ses parents ou à lui-même. Les Noirs aussi ont leur racisme, mais seulement que leur racisme a un fondement. Oui, c'est-à-dire que le racisme du noir, ce n'est pas vraiment la même explication. Le racisme aux États-Unis a plusieurs explications. Le racisme, il est des fois même économique, parce qu'on veut écarter les noirs de certains privilèges. Il est de nature sociale, parce qu'il y a des villes, par exemple, ou des quartiers où tu n'as que des blancs. Tu vois? Et quand on voit un locataire noir, par exemple, on appelle la police. Voyez-vous? Moi, j'estime que c'est un travail à faire. Il faut que... Est-ce que ce n'est pas un travail qui dépasse Joe Biden? Non, non. Vous savez, vous sous-estimez... C'est où je dis que les gens sous-estiment le pouvoir d'un président. Le président, déjà par lui-même, peut être
la solution à beaucoup de problèmes. L'image qu'il donne, c'est qu'il Le fait. président des États-Unis, c'est pas comme le président dans les pays africains. Je te donne un Le président aux exemple. États-Unis est écartelé entre le Sénat et la Chambre des représentants. Il faut pas aller dans les le système choses. Vous savez, judiciaire. le Il président, n'a pas les coups de franche. vous savez, américain. ce que l'énergie que Trump a créée aujourd'hui, et qu'on a constaté qu'il y a des Américains qui sont vraiment dans une autre logique, c'est son image qui a créé ça. C'est pour te dire ce qu'un président peut faire avec son apparence. Vous savez, Obama a enflammé les foules. Partout on créait Obama. C'est son apparence. Il a beaucoup changé. L'apparence du président, la démarche du président, l'intelligence du président joue beaucoup. Peut-être si Joe Biden avait suivi Barack Obama, le mandat d'Obama, peut-être qu'en 4 mandats, des démocrates, ils auraient pu faire des réformes. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est plus compliqué. Vous parlez, par exemple, de l'esclavage qui a duré plus de 400 ans. Vous pensez qu'on peut réduire ça en moins de 100 ans? Non, il y a des problèmes. Prenez le problème entre l'Israël et puis les Palestiniens. Mais c'est des problèmes qui durent. Ça se transmet en des générations. Et ça se complique un peu plus parce qu'il y a des aspects économiques à la chose. Aujourd'hui, il y a malheureusement certains blancs qui estiment aux États-Unis que quand le noir trouve un boulot, c'est lui qui perd un boulot. Il y a certains qui réfléchissent comme ça également. Donc, je dis que c'est un travail à faire. Il faut discuter, Et aujourd'hui, je crois que de plus en plus... de discussion, faudrait-il engager un dialogue politique aux États-Unis? Non, aussi? Quand je dis discuter, oui. Vous savez, les États-Unis, je compare des fois les États-Unis à une bouteille dans laquelle on a mis les clous, on a mis le piment, on a mis la soude, tout ça là. Et on laisse ça au calme. Il n'y a pas de problème si tu ne bouges pas ça. Nous avons aux États-Unis des différences. Mais le système américain est ingénieux. Il est fait pour la promotion de l'homme. Maintenant, c'est qu'il faut que les gens aient le courage. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Il faut que les gens aient le courage de débattre. Et des gens comme Biden, comme j'ai dit, que c'est un homme qui a beaucoup souffert dans la vie. Et disons-nous la vérité, Biden doit sa renaissance, même pour son truc-là, aux Noirs. Si les gens de South Carolina, je vois c'est South Carolina, s'ils n'ont pas voté pour qu'ils gagnent le Super Tuesday, enfin, qu'ils gagnent le truc avant qu'on arrive au Super, il n'aurait pas été président. Donc, je pense que Biden, quand il a été avec Barack, il a su la souffrance des Noirs. Vous savez, Barack a écrit un document qui est sorti, de Promised Land. Je crois que c'est ça le titre. Mais dans lequel il a... Ses mémoires. Oui, il a expliqué comment est-ce qu'en tant que président, il a souffert à la Maison-Blanche. Vous savez, vous avez l'impression que vous êtes président, mais n'importe qui peut venir vous traiter comme n'importe quoi. Mais il faut quelqu'un de la carrure de la passion, de la carrure de... Comment on appelle? Biden. Non, de Barack pour résister. Voyez-vous? Donc, tout est entre les mains des politiciens. Ça dépend de ce qu'ils veulent en faire. Albert, est-ce que l'issue de ces élections ne risque pas de diviser davantage les Américains? Quand on voit la carte des élections, on voit la césure, la scission entre les différentes communautés. Est-ce que ces élections, la façon dont elles se sont déroulées, est-ce que ça ne va pas créer davantage, on va dire, un fossé entre les différents groupes sociaux? Absolument, c'est déjà fait en fait, c'est déjà une réalité et je pense que c'est à cause de ça, comme le frère vient de le pointer, le message, le discours du président élu Joe Biden était focalisé sur l'union des Américains. Il y a cette peur qui est déjà disons, répertorié presque dans plusieurs États actuellement où le recomptage se passe. Et vous avez vu sur les médias comment les foules se manifestent. Disons, les Américains sont en train d'exprimer vraiment une division que les États n'arrivent pas à contrôler. Il y a aussi, disons, dans quelques semaines, lorsqu'il y aura l'inauguration, cette crainte que, au cours de la cérémonie, qu'est-ce que cela peut donner? Est-ce qu'il faut déployer les militaires ou bien la sécurité, l'armée sur Washington? Parce que c'est une cérémonie grandiose où des foules se présentent, mais qu'est-ce qui va arriver s'il y a ces groupes anti-Biden et les groupes
pro-Biden qui vont là-bas et s'affronter. C'est une inquiétude, mais habituellement, ça se passe très bien. Et cette division est toujours une inquiétude dans les hautes sphères de tous les états-majors des partis politiques et des États. Alors, vous, durant la présidence de Trump, on a eu comme l'impression que les États-Unis ont perdu un peu de leur hégémonie. Est-ce que la présidence de Joe Biden, si elle se confirme finalement, est-ce que ça va mettre un peu fin à cette mauvaise image des États-Unis à l'étranger? Sur le plan international, je ne pense pas. Mais au contraire, le monde entier va accueillir Joe Biden comme il a accueilli Barack Obama. C'est ce qui va se passer. Oui, c'est ce qui va se passer, puisque cette élection est perçue dans plusieurs pays du monde comme un ouf de soulagement, parce que la politique internationale, la politique extérieure du président Trump a beaucoup secoué plusieurs coalitions comme l'OTAN, comme même les relations dans le monde arabe, mais un peu partout. Et les gens attendaient qu'il fallait vraiment remettre la pendule à l'heure. Et comme dans le passé, comme le faisaient les autres présidents, même la politique peut-être de certains républicains serait encore mieux que ce que Trump a proposé aux gens. Vous êtes carrément anti-Trump, on va dire. Hein? Pardon? Vous êtes anti-Trump, visiblement. Je ne dirais pas cela. Je suis démocrate, ça je peux le dire. Mais en matière d'élection, il faut quand même voir c'est quoi le sentiment des populations actuellement, puisque j'ai eu la chance de vivre dans le pays sous d'autres présidents, peut-être. Donc, je peux dire que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On ne souhaite pas cela. Mais malgré tout, Donald Trump a quand même des milliers de partisans. Ça fait 70 millions de personnes qui sont derrière lui. C'est quand même beaucoup. Pourquoi, malgré tout, des Américains, pratiquement 50% sont derrière encore Donald Trump s'il est si mauvais? Oui, c'est une réalité. Et ce que vous venez d'expliquer, c'est cela que les fondateurs des États-Unis ont pris en compte quand ils ont pensé à ce complexe de vote populaire et le choix des grands électeurs pour aller élire le président. Parce qu'ils estiment que vous imaginez dans un État où il y a ce qu'on appelle le winner take all. C'est la même chose. Donc, j'ai quelqu'un à 49%, quelqu'un à 51%. Bon, donc, c'est 49%. Et si c'est winner take all, et tous les électeurs sont des républicains, alors que les 49 sont démocrates, c'est comme si leur voix ne compte pas. Donc, effectivement, c'est pour cela qu'il y a tout ce complexe autour du choix du président de la République. Mais ce n'est pas fini. Vous avez vu, Donald Trump a fait un grand effort pour les sénateurs qui ont gagné beaucoup de sièges, que ce soit dans la Chambre comme au Sénat. C'est au niveau de la présidence que cela ne se voit pas. Mais si on voit ce qui s'est passé, les mutations qu'il a eues dans ces deux institutions, vous verrez qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Docteur Théo, comment jugez-vous les messages de félicitations à Joe Biden alors que couraient encore les contentieux électoraux? Le monde a-t-il raison de féliciter Joe Biden alors qu'il n'est pas encore élu officiellement? Vous savez, c'est une décision politique de chaque État. Même votre président a félicité Joe Biden. C'est qui? Fort insigne. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit, c'est vous savez, le président de la République togolaise, par exemple, il a des informations qui lui permettent, par exemple, d'estimer qu'il est suffisamment à l'aise pour le faire. Donc, les gens, les présidents ne félicitent pas comme ça. Mais bon, la sagesse aurait voulu... Macron, par exemple, le président français, l'a fait pratiquement au lendemain. Oui, c'est où je vous expliquais que c'est une pratique qui est vieille. Par exemple, la pratique électorale américaine. On sait, on voit quand cette situation se crée, on sait où ça aboutit. Les gens, aujourd'hui, je crois que
ont compris que Donald Trump ne peut pas obtenir ce qu'il cherche. Et comme je dis, chaque président, moi je suis un citoyen lambda, les présidents ont plus d'informations que moi. Ils ont peut-être leurs raisons, mais moi j'aurais dit tout simplement, peut-être que ça fait plus juste d'attendre qu'on fasse les prestations de serment. Avant, parce qu'on finit on vide ce contentieux pour le faire. Mais comme j'ai dit, le président de la République, ses choix sont d'ordre politique et stratégique. Donc, il peut, quand il veut, féliciter qui il veut et il assume. Bon. Mais ces messages font croire, en tout cas si besoin en est encore, que le monde a plutôt adoubé Joe Biden. Hein? Que la défaite de Trump est vous savez, un peu comme un soulagement. Je crois que j'ai été clair sur ce plateau là-dessus. Le monde était mal à l'aise avec le style Trump. À tort ou à raison? C'est difficile de dire, parce que c'est comme par exemple, vous êtes habitué à faire quelque chose d'une manière. D'un seul coup, quelqu'un vient, il change toutes les règles. Donc, vous avez au fond de vous ce désir de retourner à la pratique ordinaire, enfin, normale que vous faisiez, ou à la pratique passée. Mais, au même moment, vous vous dites, ah, il y a une possibilité que je ne retourne pas. D'un seul coup, vous vous retrouvez dans la possibilité où vous avez l'impression que vous pouvez retourner. Biden a dit, je retourne à l'OMS. Il a dit qu'il retourne au climat de discussion sur le club de climat de Paris. Il a été clair sur ce qu'il va faire. Et je pense que les alliés européens, par exemple, étaient très mal à l'aise avec l'attitude cavalière et singulière de Trump, qui prend des décisions sur la... l'emporte-pièce. Oui, donc je crois que c'est juste que les gens ont poussé un ouf de soulagement enfin, de cette situation, parce que ils ne savaient pas, en fait, puisque si Trump a été comme il est dans le premier mandat, dans le deuxième mandat, il aurait cimenté on dit de legacy, son héritage, il aurait cimenté. Sûrement que l'OMS est en train d'attendre les sous des États-Unis, parce qu'ils sont l'un des plus gros fournisseurs. Donc, il y a beaucoup d'intérêts qui étaient mis en jeu. Bon, maintenant, globalement, quand tu prends ça, je ne sais pas dire si X ou Y est mieux, mais je dis tout simplement qu'il faudrait que tous les débats que les gens font autour de ces élections, qu'ils se disent que c'est un débat entre les globalistes et les nationalistes. Quand tu comprends ça comme ça, tu comprends ce que Trump fait. Tu comprends. Trump, est-ce que ce n'est pas son style qui est un peu dérangeant? Il arrive à dire ce qu'il pense. Bon, ça, c'est personnel. Mais je parle en termes de politique, en termes de comment on dit, stratégie politique, où il va aboutir. C'est sa personnalité qui est celle qui exprime les choses comme elle entend. Mais son classement idéologique fait que les décisions qu'il prend s'expliquent. Par exemple, la décision de se retirer, par exemple, de l'OMS. L'OMS est une organisation, entre guillemets, qui répond aux aspirations des globalistes. Trump estime que l'Amérique doit se retourner sur elle pour grandir et être puissante. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire tout simplement que écoute, Trump faisait mal, mais il faut voir là où il allait. Bon, maintenant, son style personnel, c'est une histoire de jugement. Il y a certains qui disent qu'il peut mourir pour Trump aujourd'hui parce qu'ils aiment son style personnel. Nous devons faire ces analyses en ne pas... C'est-à-dire que quand vous voulez faire une analyse, j'explique toujours à mes étudiants, il faut toujours prendre le 6. Si on met le 6 entre nous ici, vous lisez 9. Moi, je lis 6. Donc, votre façon de voir n'est pas celle universelle. Tout dépend de l'angle de vue. Tout dépend de l'angle de vue. Donc, en tant que spécialiste, c'est des analyses qu'il faut faire. Même si c'est des analyses qui choquent les gens à la maison, il faut le faire pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas quelqu'un qui a totalement raison et l'autre qui a totalement tort. Tout le monde s'explique dans son environnement. Voyez-vous, Trump aujourd'hui, son comportement a un sens pour les gens. La preuve, vous avez dit 70 millions d'Américains ont voté pour lui. Oui. Biden a aussi son environnement où les gens acceptent ses idées. Oui, mais après avoir dégagé tous les angles de vue, il faut quand même tirer une conclusion. Ouais, mais la conclusion tirée ne veut pas dire que quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison.
La conclusion, elle ne répond qu'à c'est-à-dire à un cas donné. Moi, je ne suis pas ici pour dire si Trump a raison, Trump est où, je dis tout simplement, je fais une analyse pour dire que nous devons être... parce que des analyses de ce genre ont par le passé créé des gens comme Hitler, qui ont été frustrés. Il faudrait avoir une balance dans les rapports des gens. Essayer de voir comment est-ce que... Aujourd'hui, Biden a été clair dans son discours d'inauguration, d'acceptation. Il a dit, je vais travailler aussi dur pour les Américains qui n'ont pas voté pour moi que pour les Américains qui ont voté pour moi. Parce qu'il a compris, si 70 millions de personnes votent pour son adversaire, ça veut dire qu'il y a un grand creuset, il y a un problème américain. Il y a un problème qui se pose. Il doit essayer d'écouter. C'est là où je ne suis pas d'accord avec la conclusion. Parce que s'il tire une conclusion que les autres ont tort, il ne peut pas gouverner. En même temps, les élections aux États-Unis ont été toujours très serrées. Alors, Albert, quelle lecture les Africains peuvent-ils faire de ce scénario à l'américaine, hein, élection, contestation, ce qu'on a vu cette année? Personnellement, je dirais que c'est la vivacité de la démocratie américaine qui continue d'être un exemple sur le plan mondial. Il y a une grande différence entre ce que nous appelons démocratie en Afrique et ce que les Américains font comme démocratie. C'est tout à fait normal. Mais en matière d'évolution, je pense que beaucoup d'Africains sont séduits par l'implication surtout des citoyens américains dans la chose politique et pour faire bouger les décideurs qui ont un impact sur leur vie. Et vous avez C'est vu, vrai, le taux de le participation nombre de cette votants. année, par exemple, a été très élevé, ce qui n'est pas souvent le cas dans les vieilles démocraties. Hein. Très élevé. Oui, je parlais du taux de participation aux États-Unis qui est très élevé, ce qui contraste avec les taux de participation dans les pays à vieille démocratie où les gens ont une forme de désaffection vis-à-vis des élections. Ah oui, c'est une réalité. Mais à cela, il faut aussi prendre en compte le discours politique. Le discours politique par rapport à ce que nous adoptons en Afrique, où, disons, des candidats aux élections se fient pas mal des résultats et aussi des préoccupations des populations, si bien que d'autres qui sont au pouvoir doivent donner aussi des comptes rendus, mais dans les contrées des pays africains, peu importe tout cela, et les gens votent quand même. Aux États-Unis, dans les contrées, le message passe et le discours politique est toujours constant, c'est toujours le combat d'idées, le combat des comptes rendus et des résultats. Et c'est ça qui est important comme changement qu'il faut aussi apporter en Afrique. Mais ce qui est encore plus important à souligner, c'est l'intérêt de tous les partis politiques dans les institutions de l'État qui sont concernés par les élections, l'intérêt de tous les partis politiques participant aux élections dans les instances qui ont un impact sur la vie des gens, et permanemment et constamment jusqu'aux élections. Comparativement en Afrique, les oppositions parfois sont partiellement dans certaines institutions et pas dans d'autres. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. On parle des gouverneurs, on parle des sénateurs, on parle de la commission électorale. Vous avez vu partout, il y a le républicain, il y a le démocrate, et l'implication est unanime. Et donc c'est un souhait, hein. Votre souhait, c'est que ce système électoral américain soit répliqué dans les pays africains. Oui, je dirais. Oui, je dirais. Docteur Théo,
Ce qu'on remarque aussi aux États-Unis, hein, c'est la forte implication, comme il a dit, des citoyens qui, lors du vote, dégagent une certaine, comment on va dire, certitude. Hein. On sent qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont au courant des grands enjeux. Ils connaissent les électeurs, je dis les électeurs, les candidats. Ils lisent les programmes. Ils se fient aux petits détails, hein, que chacun propose, ce qui n'est pas souvent le cas dans les pays africains. Pourquoi cette grande différence? Quand quelqu'un vote aux États-Unis, on a l'impression que c'est en connaissance de cause, hein, alors qu'ailleurs, on ne saisit pas toujours le sens du vote, on ne sait pas ce qu'on fait en réalité, en majorité. Well, vous savez, c'est difficile de réagir sur cette question parce que il faut comparer. Nous avons appris en maths qu'on compare les éléments dans un même domaine de définition. Vous savez, les États-Unis et les pays africains sont dans le même domaine de définition. Vous voyez? Donc, c'est un peu délicat parce que aux États-Unis, le système a toujours favorisé la participation des citoyens. For the people, by the people. Tu comprends? Pour le peuple et par le peuple. C'est ça le principe de base de la démocratie américaine. Est-ce que ce n'est pas dû à une forte décentralisation? Quand on entend parler des États-Unis, on a l'impression que c'est un pays unique, mais au fond, c'est très décentralisé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la décentralisation. C'est dû, c'est-à-dire que, vous savez, ce qui fait un pays... Pratiquement tous les dirigeants sont élus sur place là-bas. Moi, j'ai connu quelques élections aux États-Unis, même des directeurs d'école parfois sont élus, les shérifs. Oui, c'est pourquoi j'ai dit for the people, by the people. Ça veut dire que c'est pour les citoyens et par les citoyens. C'est-à-dire que le pouvoir de choisir est arrivé, est à la base. C'est leur base qui choisit. La procédure est là. Et il y a des techniques, il y a des contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas fraude, que les choses soient bien faites. Et puis il y a l'éducation. Voyez-vous, les gens sont éduqués pour aimer leur pays. Il y a ce que nous appelons le rêve américain, le American Dream. C'est une société créée sur les rêves où on te dit par exemple que le travail dur paie. Quand tu n'es pas paresseux, tu gagnes. Dans nos pays, en Afrique par exemple, c'est les délateurs, les menteurs qui savent mentir, qui sont des fois les plus fortunés. Mais les gens qui travaillent chaque jour, qui se battent, ils sont les plus pauvres. Mais autant comprendre que tant que nous n'allons pas à la valeur travail, nous n'honorons pas le travail. Nous ne faisons pas de la délation un travail. C'est le travail qui a libéré les Américains. Le travail dur. Et, comme j'ai dit, for the people, by the people. Les gens comprennent que quand tu as le soutien de la population, tu es plus fort. Vous savez, un président américain, quand il arrive, vous avez vu le temps Obama. Obama s'amusait bien. Des fois, il sort de chez lui, il va acheter des McDonald's, il tient lui-même, il vient, et il va dans les restaurants. Il n'est pas dans un château où il y a des armes partout, où on cherche l'ennemi invisible. Voyez-vous? Donc, parce que le système de sécurité, c'est plus discret là-bas. C'est parce que la base, c'est for the people, by the people. Les gens t'ont porté là-bas, ils te protègent. La meilleure protection qu'un président puisse avoir, c'est la population. C'est la population. Donc, le système américain, nous ne pouvons pas le comparer parce que nous sommes des jeunes États. Nous ne pouvons pas dire que, ok, je prends le cas du Togo, je compare aux États-Unis, comme ça se passe comme ça au Bénin. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que, comme je l'ai dit, je suis sur le podium, quand tu es dans un business avec quelqu'un et que pour lui marche et pour toi ça ne marche pas, va lui demander comment il fait pour que ça marche. Donc nous devons comprendre que nous devons faire plus. Être sûr que lorsque on est dirigeant et qu'on a l'appui de la population, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de miracles qu'on peut faire quand on a l'appui de la population. Donc il faut chercher l'appui. Il faut impliquer les gens. Tu ne peux pas voir ta population qui a des expertises, tu vas chercher des experts ailleurs pour venir travailler pour cette population. Quand vous parlez de l'appui de la population, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de marche de soutien aux États-Unis. Ce n'est pas des marches de soutien.
Quand vous êtes bien élu, quand vous avez toutes les manettes, les soutiens qui vous ont élus ont compris votre programme, ils font tout pour que ce programme se réalise. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, là où l'ère Trump nous a conduits. L'histoire de masque est devenue politique. Au Togo, ici, j'ai vu même des gens qui ont fait des masques politiques. Sur le masque, on lit parti politique. Voyez-vous? Nous devons dépasser... Je ne vois en quoi il est... Non, j'ai dit que nous devons dépasser... Il est gênant d'avoir des masques à ce n'est pas l'effigie des gênant. partis Ce politiques. n'est pas gênant. Quand, vous savez, il y a un temps pour la campagne, il y a un temps pour le président pour diriger. Le président dirige quand il est élu. Il dirige tous les citoyens. Ça doit être fait de sorte que personne ne soit frustré. Il faut que les gens se mettent derrière le président pour l'aider. Mais quand il y a des comportements qui rappellent aux autres que c'est parce qu'ils n'ont pas été élus, il y a des problèmes. Le président, je reviens toujours à Biden qui a dit, je travaille aussi bien pour ceux qui m'ont voté que pour ceux qui ne m'ont pas voté. C'est l'éducation de base. Le problème de l'Afrique, c'est l'éducation de base. Il faut que les gens comprennent que l'éducation de la population est importante. Si un président est soutenu par sa population, personne ne peut rien le faire. Mais c'est lorsque cette population ne te soutient pas que tu commences à trouver des critères de conspiracy théorie, on veut te faire ceci, on veut te faire cela. Parce que la population, c'est elle qui te protège contre tout. Donc, si je réponds à ta question par rapport à pourquoi ça se passe comme ça, les États-Unis sont très loin, c'est une pratique longue. Ils ont traversé ces moments que nous traversons. Ils ont eu ces moments d'incertitude. Donc, il faut simplement que ce que vous faites, par exemple, en tant que journaliste, et que ce que les autorités le font, que tout le monde fait, que les gens fassent bien leur travail dans le sens de l'éducation de la population. Comme le dirait l'autre. Et ça va aller. Si vous êtes balayeur de rue, vous balayez de telle sorte que si quelqu'un passe par là, il faut faire son travail. C'est ça le bas baisse. En Afrique, nous ne faisons pas notre travail comme cela se doit. Et ça crée ce que ça crée. Alors, je vais faire mon travail. Alors, poser une question à Albert. Albert, nous tirons vers la fin de notre émission. Vous me disiez que le système électoral américain a démontré sa vitalité, là où d'autres parlent de cafouillage. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous renvoyer cette question. Y a-t-il besoin aujourd'hui de réformer ce système électoral américain ou pour le moment, cela vous sied, cela vous va? Je n'ai pas bien compris la question, pardon. Je demandais si le système électoral américain est à revoir. Est-ce qu'il faut opérer des réformes dans ce système électoral à l'aune du cafouillage qu'on va dire, qui s'est instauré à l'issue comment on va dire, du duel Biden-Trump? Est-ce qu'il faut revoir des choses dans ce système électoral américain? Oui, je dirais plutôt continuellement, il y a des gens qui manifestent le désir de revoir la Constitution. Cela date de très longtemps, je pense depuis le temps du président Nixon. Il y a toujours eu de ces mouvements, de ces tentatives. Mais ça n'a pas souvent beaucoup de chances d'aboutir parce qu'il faut au moins, je pense, 2/3 du Congrès et presque une grande majorité des États avant d'en arriver là-bas. 2/3 ou 3/4. Jusqu'alors, c'est confirmé qu'il y a plusieurs mouvements qui toujours s'expriment dans ce sens-là. Alors, mais vous, à votre niveau personnellement, est-ce que vous ressentez une forme d'injustice après ces élections ou c'est un mauvais perdant qui essaye d'embobiner? Mauvais perdant. En parlant de Donald Trump. Non, je pense à ce point, on va laisser la justice et les recours suivre leur procédure et que le meilleur gagne légalement. Je pense que les dés sont déjà pipés dans
quelques jours, quelques semaines. Les dés sont déjà décembre, jetés, on va dire. Les dés sont déjà jetés et non pipés. Oui, le dés sont pipés, vu le sort dans lequel court déjà le président élu Biden. Vous avez vu que la marge est très grande. Nous sommes juste à quelques semaines du choix de ce président-là. Il n'y a pas espoir, comme je l'avais dit. Et je pense que ça ira dans le sens qu'on voit déjà. Alors, vous aurez la parole pour conclure tout à l'heure votre dernier mot. Docteur Théo, faut-il réformer le système électoral américain? Moi, personnellement, je pense que c'est un faux débat. Hein. Je l'ai dit ici. Parce que quand vous faites l'analyse, chaque État vote pour le candidat. Et c'est lorsque la majorité des votants de cet État choisissent le candidat qu'on envoie des électeurs. Donc, en réalité, quand les États-Unis, ce n'est pas un État comme le Togo, c'est un État fédéral. Par exemple, une école là pour non. aboutir à des proportionnels. Je crois que ce débat, les gens l'amènent tout le temps pour dire que il y a plus d'Américains qui ont voté pour quelqu'un et il n'a pas Non, moi je ne parle même pas du vote populaire, moi je parle... Le winner take all, il y a combien d'États qui appliquent le winner take all? C'est à peine peut-être 3 ou 4 États. J'ai dit le winner take all, la majorité, je crois que tous, non, pas tous. Il y a 3 États, je crois qu'il y a 3 États qui appliquent la proportionnelle. Nebraska et puis, je crois, Maine qui appliquent la proportionnelle. Donc, moi j'estime que ce système a fait sa preuve. Ce n'est pas parce que quand on fait la somme au niveau fédéral, quelqu'un a plus voté, on a plus voté pour quelqu'un, enfin, comment on dit, quelqu'un a plus de nombre et il n'a pas été retenu que celui qui a été retenu a moins de nombre au niveau fédéral, que le problème se pose. Les jeux étaient connus dès le début. Donc, les jeux étant connus, tu connais la règle du jeu. C'est à toi d'obtenir. Mais ce n'est pas que quand tu perds, tu vas venir dire « Ah, tu sais, si ça avait été la majorité. » Non, c'est un faux débat. Tout pays détermine son système électoral en fonction de ses réalités. Je vous ai expliqué que les États-Unis sont composés de plusieurs groupes ethniques qui viennent de l'Irlande, de la Grande-Bretagne. Chacun est venu Mexique, Cuba. Oui, chacun est venu avec son expérience électorale. Et ça fonctionne depuis. Bon, est-ce qu'on voudrait par exemple que ça soit par exemple un pays comme le Bénin où quand on vote, le président il se balade partout, il dit non, ce n'est pas la même chose. Moi, j'estime que ce système, il fonctionne. Ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que, parce que rien n'est parfait, même la perfection, elle est dynamique, il faut l'améliorer. Il faut voir comment est-ce qu'on renforce certains systèmes autour, pour obtenir un système qui est progressif, qui s'améliore. Mais le système en lui-même, il fait son travail, il fonctionne. Donc, à votre question, j'ai dit, c'est ce modèle qui a produit la puissance du monde. Les autres modèles dont on parle n'ont pas produit de puissance du monde. Pourquoi on va changer celui qui gagne et amener ceux qui ne gagnent pas? Et donc pour l'Afrique, dans la plupart des pays africains, ça veut dire que ces pays sont en train de chercher leur voie. Quand on sait le nombre de fois que les constitutions sont modifiées, chacun qui arrive veut apporter sa touche. On l'a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire, même au Libéria, il y a des tentatives de révision de la Constitution. C'est quoi? C'est le bon équilibre qui est recherché? Non, c'est ce qui se passe dans les pays positionnements politiques. Ce qui se passe dans les pays africains. Je parle toujours c'est-à-dire que nous sommes... Les gens mettent... C'est-à-dire que les analystes... Leur façon d'analyser les choses, c'est qu'ils ne prennent pas en compte certaines réalités que nous avons. Les pays africains sont en train de se rechercher dans un système qui n'est pas le leur. Il y a tout un groupe, un certain nombre de difficultés qui ne sont pas... Vous savez, aux États-Unis, ce qui se passe, aucun militaire n'est sorti pour aller dire qu'il va renverser Trump. Les gens sont là, ils regardent. Ils savent qui fait son travail. Si c'était dans nos pays africains, déjà, vous allez sentir qu'un officier est sorti pour faire un coup d'État où les gens sont allés renverser. Les coups d'État, ce n'est pas quand même tous les jours. Non, c'est pour te dire que
quand les États-Unis sont arrivés à un point où ils ont un système stable. Ça serait une erreur de se comparer aux États-Unis. Et dire tout que simplement, peuvent faire les autres pour avoir un système stable? Et on va terminer cette session. by the people, for the people. Il faut que les dirigeants africains comprennent que ils dirigent, c'est la population qui les met là-bas. C'est ça. Parce que les gens ont tendance à oublier que le président de la République est le serviteur de la population. Tu es le serviteur. Et chaque nuit, quand tu dors, tu te demandes comment tu fais le bonheur de ton peuple. Nous sommes arrivés malheureusement en Afrique à un point où les gens voient dans le pouvoir politique un pouvoir d'oppression de l'autre. Mais c'est aussi dû aux difficultés d'apprendre la démocratie, comment ça fonctionne. Et c'est the people by the people, c'est la population qui doit s'éduquer. Parce que si le président du Togo, par exemple, demain, est ton fils, et que tu n'es pas bien éduqué pour comprendre, demain, il va reproduire des choses que toi, tu ne veux pas. C'est l'éducation, c'est le partage. Il faut que les gens comprennent ça. Personne ne naît génie, on l'a formé pour être président, le met, il va faire. Non, le président commet des erreurs. Il a des insuffisances, il a ses craintes, il a ses doutes. Donc, il a ses talents aussi. Il a ses talents aussi. Donc, c'est ensemble que les gens doivent voir ça. On ne peut pas dire, ah, on fait comme ça aux États-Unis, vous ne faites pas. Non, si on amène le système américain dans nos pays africains, ça ne va pas marcher. Parce que, rappelez-vous, pourquoi on a mis le système électoral? C'est pour limiter la corruption du Sénat et permettre à la population de participer. Le vote populaire, la participation de la population, le Sénat pour réguler. Donc, c'est une balance très intelligente que les founding fathers ont trouvé. Donc, on ne peut pas juste débarquer des formules de d'autres pays sans prendre en compte certaines réalités. Le système américain fonctionne pour les États-Unis. Nous devons trouver nos systèmes qui fonctionnent sur la base for the people, by the people. Un équilibre qui tient encore. Albert, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, que retenir? Quelles leçons définitives retenir de ces élections américaines? Vous vous attendez tranquillement à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain? Absolument. Personnellement, oui. Je pense que ce sera très scandaleux de voir une élection pareille renverser les résultats à revenir à Trump. C'est inimaginable, personnellement, à mon avis, hein, c'est inimaginable. Mais nous espérons quand même qu'il y ait des conciliations. Je pense au niveau de la paix aux États-Unis entre les groupes Trump et les groupes Biden. Je pense si d'ici l'inauguration, il y a cette réconciliation qu'ils arrivent à réussir, ce sera formidable. Le monde entier attend ce revirement. C'est ce que Joe Biden a essayé de commencer en lançant ce message à l'envers de chacun d'entre nous pour que le citoyen comprenne que les élections sont derrière nous dans quelques jours et c'est le temps de faire face à la pandémie. C'est le temps de faire face à la crise économique dans nos maisons. Et je pense que les États-Unis vont continuer ce qu'ils ont toujours fait de mieux, diriger le monde entier avec exemple sur tous les fronts. Merci Albert Kitt. Vous étiez en duplex d'Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci à Dr Théo Bito aussi. Je vous remercie également. Et dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.